pionnier du documentaire québécois, notre invité aujourd'hui est un touche-à-tout infatigable. Il a enfilé tous les chapeaux de scénariste à recherchiste, producteur, réalisateur, journaliste, animateur, homme marié, bref, il fait tout. Avec plus d'une centaine de films à son actif, il est encore à son dernier film. Robert Tremblay, bienvenue au podcast Dans le champ. Ça me fait plaisir, mon cher ami. Ça me fait vraiment plaisir. T'écouter, je me rends compte d'une chose, c'est que j'en ai fait, oui, j'en ai fait. Puis j'en ai pris en âge aussi. Hein. Ça me rajeunit pas tout ce que tu viens de dire là. Sache, là, puis d'entrée de jeu, pour ceux qui ne nous connaissent pas, moi, Robert, à mes premières expériences quand je suis arrivé dans la région, en cinéma puis en télé, tu étais là en tant qu'animateur dans une émission qu'on a faite ensemble. Oui. Et tu as toujours été un mentor, une inspiration pour moi. Je suis vraiment choyé de t'avoir aujourd'hui avec nous en entrevue. En plus, pour parler de scénarisation, parce que à travers tous tes chapeaux, scénarisation, c'est quand même dans le domaine dans lequel tu as été le plus productif. Des scénarios, t'en as pondu. J'en ai pondu beaucoup par la force des choses. Je vais essayer de ne pas trop m'étendre, hein, parce que le meilleur scénario, c'est encore le scénario le plus court, puis on va tout de suite au... Le meilleur scénario, c'est le prochain. Hein, oui, c'est le toujours. prochain, hein, je comprends. Benoît est en train d'en faire un scénario, mais en direct. Là. J'en ai écrit beaucoup parce que j'ai eu quand même la chance, c'est pas donné à tout le monde, là, d'être impliqué, autant comme animateur, réalisateur et scénariste dans plusieurs séries documentaires qui ont été présentées à Radio-Canada, TV5, un peu partout. Évidemment, quand on est accroché à une série documentaire qui exige 25-30 émissions par saison, à ce moment-là, il faut écrire. Il faut s'entourer aussi. On ne peut pas être seul à écrire tous les scénarios, mais j'avais quand même la possibilité de choisir mes collaborateurs, d'avoir mon mot à dire aussi dans le produit final et le plaisir que j'ai eu d'écrire aussi. Mais c'est un muscle. L'écriture devient un muscle, surtout en série documentaire, parce qu'il faut produire. Il faut produire pour le téléspectateur. Il faut produire, c'est-à-dire il faut écrire pour le téléspectateur. Écrire pour la personne qui aussi reçoit ton premier jet de scénario. Et c'est là, ça devient peut-être parfois un peu compliqué avec ce qu'on appelle le service d'acquisition des... Avoir confiance en soi. Première qualité d'un scénariste. Ouais. Savoir que son choix ne plaira pas nécessairement à tout le monde, mais être capable d'accepter, d'apporter des correctifs sans trahir l'essence de ce que tu as voulu transmettre. C'est un peu ça le travail de scénariste. Puis ça devient un muscle aussi à la longue. Parce qu'il y a des scénaristes qui vont travailler, ils vont mûrir une certaine idée, ils vont signer un film aux 3, 4, 5 ans. Ouais. Toi, ça n'a pas été ça. Non, j'en ai fait quelques-uns quand même. Ça ne m'est pas arrivé souvent. J'ai fait des films sur des personnages historiques sur la Deuxième Guerre, sur la Première Guerre. Tout On y reviendra, mais tu sais, la guerre a été quand même un sujet que tu as longuement travaillé, exploré. Oui, mais je sortais des sentiers battus d'une certaine façon en faisant ces films-là, entre autres sur la Première et la Deuxième Guerre, avec des personnages au centre duquel je gravitais. Boulanger, aviateur de guerre, pour moi, ça a été peut-être le meilleur film que j'ai fait dans ma vie. Pierre-Étienne Fortin aussi, Le Roi du Golfe. C'est des films qui me permettaient d'investir du temps et de la réflexion plus que dans les séries. Où là, il faut que ça sorte, il faut que ça aille vite, il faut que ça soit bon. Pas parce que c'est vite qu'il faut... Pas de la saucisse. J'aime pas quand les gens disent, c'est un scénariste de série documentaire, c'est un producteur de saucisses, pas vrai. Fameux, quand ils disent qu'on fait de la poutine, c'est la même chose. Mais les personnages sont différents. Il ne faut jamais écrire de scénario, même en série documentaire, sans avoir eu un contact, que ce soit pré-entrevue ou peu importe, avec les gens qui vont figurer. D'avoir une vision de ce que tu veux porter à l'écran qui ne soit pas nécessairement celle que partage le télédiffuseur ou le réalisateur. Tu règles tes comptes après. OK? Mais il faut avoir confiance en soi. Et c'est inventer une histoire à partir de la richesse de ce qu'on te transmet, que les intervenants t'ont transmis. Mais pour ça, il faut que tu leur aies parlé. Il faut que tu les connais. Il faut que tu tombes en amour avec eux. Si tu ne tombes pas en amour avec tes personnages, c'est pourri. Ça ne peut pas donner un bon résultat. J'aurais bien des choses à faire. Un romantique, là, tu tombes en amour avec chacun de tes sujets, mais je comprends. Tu n'as comme pas le choix parce que tu vas passer beaucoup de temps sur ces sujets-là. Même si parfois c'est dans une courte durée, c'est presque obsédant. Là. Tu écris un film sur la Deuxième Guerre mondiale, tu vas en savoir beaucoup plus que ce que tu écris finalement. Tu ratisses très large pour garder que le meilleur. Oui, c'est pas le côté nécessairement... oui, le côté historique, le cadre historique est important, mais c'est le personnage. C'est l'humain qui m'interpelle beaucoup. Gilbert Boulanger,
on est devenus les meilleurs amis du monde. On avait quand même une grande différence d'âge. Mais quand on est allé à Courceuil-sur-Mer, et que les enfants là-bas étaient très heureux de pouvoir enfin le voir parce qu'il correspondait avec une classe. En tout cas, bref, je résume tout ça. Et qu'on a décidé d'appeler l'école élémentaire de Courceuil-sur-Mer, d'y donner son nom à lui, Gilbert Boulanger. C'est un moment de grande émotion. Et Gilbert disait à tout ce beau monde-là, c'était dans le cadre des célébrations, évidemment, du débarquement de Normandie, il y a une vingtaine d'années, ça. Tout le monde le félicitait, puis lui, à chaud de larmes, il expliquait... Félicitez-moi pas. Les bombes que je larguais à bord des Halifax et des Wellington ont tué des gens, ont tué de vos parents, ont tué des enfants. Et pour lui, c'était une déchirure énorme. Donc, la guerre, il disait aussi, on n'a pas gagné la guerre. Si on avait gagné la guerre, on a gagné la guerre, mais on n'a pas gagné la paix. Ça aussi, pour lui, c'était un immense... Et je trouvais que ce personnage-là, dans ses réflexions, méritait d'être porté à l'écran, autant que ses actes de bravoure. Et c'est ça, cette espèce d'équilibre-là, dans l'écriture du scénario, dans la réalisation que j'ai essayé de faire, quand j'ai eu la chance de faire ce type de film-là. Le choix de tes sujets, d'abord, comment tu trouves cette petite pépite-là, cette idée? Par exemple, justement, M. Boulanger, tu l'as rencontré comment? Je faisais une série qui s'appelle... Oui, c'est une bonne question. C'est un peu bizarroïde, là, ce que je vais t'expliquer. Mais tous les chemins mènent à Rome. Je faisais une série qui s'appelait Histoire oubliée. Peut-être que les gens, au début des années 2000, qui n'ont pas oublié. J'ai fait 5 séries, ça a été diffusé partout. Et il y a une de ces émissions-là qui portait sur l'école de bombardement et de tir de Montjoly. Vous allez me dire encore, ben oui, c'est un sujet historique à caractère militaire. Bien, pas tous les sujets étaient à caractère militaire dans le cadre de cette série-là, mais quand même, ce sujet-là portait donc sur l'école de bombardement et de tir de Montjoly, qui était une école importante au sein du Commonwealth, et tous les mitrailleurs qu'on envoyait et aviateurs qu'on envoyait en Europe devaient être formés à Montjoly. Il y a peu de gens qui savent ça, là, mais la plus grosse école était ici. Et je fais mon documentaire là-dessus, une demi-heure, dans le cadre de la série Histoire oubliée. Gilbert Boulanger, vétéran de la Deuxième Guerre, qui meurt à Sherbrooke, voit le film. Et tout de suite, entre en communication avec moi. Il me dit, c'est extraordinaire, M. Tremblay, ce que vous avez fait. C'était bon, enfin, on a parlé, tatati, tatata. Bon, je dis, bien, qui êtes-vous? Puis là, il m'explique que c'est un vétéran de la Deuxième Guerre et qu'il avait fait l'école de bombardement et de tir. Et moi, je ne savais pas. Mais là, je m'en mordais les doigts en me disant, mon Dieu, j'aurais donc voulu vous connaître auparavant. Avant de faire... Mais de fil en aiguille, on est resté en contact. Et là, j'ai monté le projet avec lui. Et là, j'ai monté vraiment il m'a ouvert toutes ses archives et tout ça. Et on a pu réaliser un film 2 ou 3 ans plus tard, en tournant en Europe, autant qu'ici au Québec, Aviateur de guerre, Gilbert Boulanger. C'était un des films qui m'a été qui m'a apporté le plus au plan humain, je pense que c'est, même si on parle de guerre, là, mais on parle d'espoir aussi. C'est comme ça que tu choisis tes sujets de documentaire, c'est avec l'humain, finalement? C'est avec les personnages qui vont porter le film? Oui. Oui. C'est drôle qu'on fait du coq à l'âne, là. Quelqu'un me demandait l'autre fois, « Hey, quand on a vu des gens, fait des entrevues, ça doit être pour toi enrichissant, tous ces personnages-là que tu as rencontrés. » Oui, mais mes grandes peines viennent de là aussi, à quelque part, parce que on disait tantôt, il faut tomber en amour avec nos personnages. Et moi, je m'attachais beaucoup à ces personnes-là. Pour moi, c'était ma vie tournait autour d'eux, pendant que j'étais autour d'eux et pendant que je racontais leur expérience, leur vie et tout ça. J'allais chercher des fragments d'existence. Ils étaient assez généreux pour me les donner et je les portais à l'écran. J'étais en amour avec eux. Mais une fois que le film est fini, là, bye-bye, on ne se voit plus. Ouais. C'est terminé. Ça, là, j'ai écrit un truc l'autre fois là-dessus. Ça a été ma plus grande peine, la plus grande difficulté que j'avais, que je le ressens maintenant à l'âge que j'ai, 70, 71 ans. J'ai commencé à faire ce type de film-là à 30 ans, 40 ans. Et c'est comme si ça s'était accumulé. Et la plupart sont morts, plusieurs sont décédés. Mais c'est une césure à chaque fin de film de tournage qui est difficile pour moi, au point où maintenant j'hésite un peu avant de... t'as peur d'avoir le cœur brisé à nouveau. C'est accumulé tout ça. Écoute, je regarde dans mes archives les correspondances que j'avais avec ces gens-là. Je réécoute mes vieilles émissions. T'as des chums, des amis. Oui. La plupart sont décédés maintenant parce qu'ils étaient assez âgés et tout ça. Mais là, je me dis, j'aurais donc dû garder le contact plus longtemps avec Jean-Claude Labrec, c'en est un, ça aussi. Mais j'ai fait des films avec lui. Mais tu sais, à un moment donné, la vie étant, on s'est perdu de vue, on écrit. Mais l'amitié est importante. Et si je dois dire quelque chose qui m'a aidé, moi, dans
dans ma vie professionnelle, c'est d'établir des liens d'amitié avec mes sujets. Puis ça, je ne pouvais pas. Je comprends. Il faut que tu vas passer tellement de temps à travailler. D'abord, tu étais réalisateur aussi, fait que tu ne fais pas que filmer. Tu écris sur ces personnages-là, tu filmes ces personnages-là, après ça, tu les as dans ta salle de montage pendant des mois sur ces personnages-là. Je les rencontre avant la production, en pré-entrevue. Il faut que ces gens-là acceptent. Tu ne débarques pas chez quelqu'un et dis « Hey, bonhomme, on a fait la Deuxième Guerre, raconte-moi ce que tu as fait. » J'amène toutes mes caméras, toutes mes lumières, puis raconte. Ça ne marche pas comme ça, tu sais. Il faut apprivoiser le personnage. Qui se confie à toi. Oui, mais il faut être humble aussi, puis accepter que dans le fond, tu ne peux pas aller plus loin que là où... Une fois, j'avais rencontré, justement en Europe, on avait projeté le film sur la Première Guerre mondiale à Chérisy, dans le Pas-de-Calais. Et puis, il y avait là un vétéran canadien qui vient me voir après le film, qui était ému, parce que, bon, c'est un film qui était assez émouvant aussi, mais qui concernait la Première Guerre, le 22, c'est une autre histoire. Puis c'est un vétéran de Dieppe. Et il dit, Monsieur Tremblay, si un jour il y a un film de fait sur mon expérience à moi, j'aimerais ça que ce soit vous. À tabarouette, là. Je dis, oui, mon cher monsieur. Wow. C'était un gars de Montréal. Je vais à Ottawa. Je le rencontre à Ottawa. En broyant, il me raconte les combats corps à corps, les gens qu'il a perdus. Puis moi, j'insiste pas trop. Je le laisse parler, puis je suis très heureux. Tu notes tout, ouais. Puis là, je prends rendez-vous. OK, la prochaine fois, monsieur, je vais revenir avec une caméra. Oui, pas de problème. Mais il m'a laissé en cours de route. Il m'a rappelé en disant, je ne serai pas capable. Je ne serai pas capable. Mais il faut avoir à ce moment-là l'humilité d'accepter. Tu ne peux pas forcer ce gars-là, là, après ce qu'il a vécu. Même si tu as laissé entendre que tu aurais probablement un excellent film s'il acceptait de te confier ce qu'il vient de te raconter. Mais tu dis, c'est pas grave. Oubliez ça. C'est pas grave. Vivez heureux et en paix. Il ne faut pas insister. Ça reste bien juste un film. T'sais. Puis j'en le vois souvent, les gens à la production, qui ils sont comme ah, « mais non, mais c'est une histoire incroyable, il faut absolument le raconter. T'es sûr que tu peux pas le convaincre un peu? Mais je suis d'accord. Non, on peut... Oui, non, c'est sûr. Mais d'abord, tu vas briser ton lien de confiance avec. Puis comment tu vas faire ton film sans ce lien de confiance-là? Oui. Il faut y faire signer un release aussi. Ça, c'est un autre avantage. Une session de droit. Une session de droit. Puis la famille, il m'est arrivé à un moment donné de faire... je peux bien le raconter, ça, c'était à Lourdes de Blanc-Sablon. Je faisais un film sur la première traversée en avion du Bremen, qui est parti des côtes irlandaises, puis qui devait atterrir à New York, puis finalement, il a atterri sur une petite île, Greenlee Island, dans le détroit de Bélé. En tout cas, bref, histoire oubliée, un excellent sujet. J'ai le contact là-bas à Lourdes de Blanc-Sablon, qui se trouve être le maire de l'endroit. Il y a plein d'artefacts, il y a des choses à me raconter. On décolle, puis c'est pas à côté, là, tu penses partir. J'arrive là, je fais une entrevue avec lui, il me montre tous ces artefacts, j'ai quelque chose de la bonne matière et tout. Puis quand vient le temps de faire signer le release, il veut pas, il veut plus. Non. Puis là, il dit tout ce que j'avais fait avec lui, tout ce que j'avais comme matériel tombait à l'eau. Là, j'étais pas encore producteur à ce moment-là avec Vic, en tout cas, peu importe. Là, c'est d'appeler le producteur puis de lui dire, j'ai plus rien, là. Ben, débrouille-toi. Tac! On a fait un film quand même, j'ai réussi à quand même. Mais c'est le genre de moment difficile. Le cœur pompe. Moi, c'est resté, là, vraiment. C'est resté avec toi? C'est une leçon, Tu veux toujours faire signer les sessions de droit avant? Oui, c'est ça. Puis il faut faire attention avec les sessions de droit aussi. Il y en a qui sont rédigées de manière exagérée, je pense. La personne qui ne connaît pas tellement ça, lui qui est en train de céder peut-être son héritage ou peu importe sa maison au producteur qui, pour 150 ans, va avoir le droit de puiser. Ah ouais, alors c'est fou, là. Ça, c'est un autre débat. Mais c'est à faire attention à ça aussi. C'est peut-être un conseil à donner aux jeunes réalisateurs, aux scénaristes, c'est de faire en sorte de ne pas obliger les participants à signer des papiers trop engageants, qui font peur. Ça, c'est un autre débat. On va fermer la parenthèse. Ouais. J'irai autour de ton parcours, Robert. Ouais. Toi, Robert, as-tu toujours eu l'amour des mots? Oui. Forcément. Ma mère était maîtresse d'école, donc enseignante. Et chez nous, on savait lire et écrire avant même de fréquenter la petite école, parce que ma mère affichait sur les murs de la maison, de la cuisine, toutes les conjugaisons. C'était une amante de la langue française. Puis on a toujours, nous, su bien écrire. Pas
bien perlé, là, mais on demeurait on était dans un quartier ouvrier à Kanogami, loin d'être riche chez nous. On avait l'ancêtre des dépanneurs. Moi, les premières expériences de travail que j'ai eues, c'est j'ai fait des hot dogs et des hamburgers jusqu'à l'âge de 20 ans. Alors, c'était ça au comptoir lunch à Kanogami, pas loin de l'usine de la compagnie Presse. Mais j'avais des rapports avec les gens assez incroyables. Puis il y avait une dynamique aussi. On côtoyait des personnages en soi. Ouais. Puis tout ça, nourrissait notre imaginaire. Ma sœur Sylvie Tremblay, qui a été une chanteuse populaire à l'époque et très réputée, elle a écrit des chansons là-dessus. Et puis, moi aussi, forcément, je me disais, je faisais mon cinéma à l'intérieur du restaurant pendant que les clients attendaient que je finisse de préparer leur hot dog et leur hamburger. Ceci étant dit, je suis encore le meilleur... le cuistot? Ah ouais, en hot dog et en hamburger, mes petits-enfants me disent ça. Donc, mais je n'étais pas prédestiné à me lancer dans ce... Non, tu as fait tout un parcours pour te rendre jusqu'à où tu es aujourd'hui. Là. Vers 20 ans, tu quittes, tu quittes le rôle de cuistot. Oui. Tu diriges. Ben, j'avais une blonde aussi, puis je devais me marier, puis 20 ans, c'est jeune, puis mon Dieu, pauvre Lily, si tu m'écoutes, j'espère que tu ne m'en veux pas encore. Et, mon beau-père m'avait trouvé un job à l'Alcan à 10 $ de l'heure à l'époque, c'était énorme. À l'usine. Ma vie était C'était. Ouais. Puis... j'ai dit non. Ouais, c'était J'ai dit pas non. de liberté. J'ai eu après ça, j'ai fait... je venais de compléter mon cours en technique des communications, qu'on disait à l'époque. Non pas art et technologie, mais technique des communications. Au début des années 70, les premières cohortes qui sont sorties du Collège de Jonquière, j'en faisais partie. Et après ça, évidemment, j'ai quitté à la fin de mon cours. J'ai fait mon stage à Rivière-du-Loup. Je me suis éloigné du Saguenay pour toutes sortes de raisons. Et finalement, ça a été le début d'une merveilleuse aventure dans le bas du fleuve. Tu es tombé en amour aussi avec le bas du fleuve. Oui, je suis tombé en amour dans le bas du fleuve. Et par la suite, je suis tombé en amour avec une fille de Rimouski. Et j'ai laissé Rivière-du-Loup. J'étais caméraman à Rivière-du-Loup. Je suis devenu, par la force des choses, je vous l'expliquerai peut-être plus en détail un peu plus tard, je suis devenu journaliste là-bas et transféré à Rimouski, à Télémédia, à CJBR. La station a été achetée dans les années 70, 76, 77 par Radio-Canada. Ils m'ont dit, M. Tremblay, vous n'avez pas la compétence pour être journaliste, vous n'avez pas de formation universitaire, vous êtes un bon à rien. Ah ouais, je suis un bon à rien, moi. Correct. J'ai dit, essayez-moi. Ils m'ont essayé, puis ils se sont dit, on s'excuse, vous êtes un excellent journaliste. Non, mais fait que là, à ce moment-là, tu étais journaliste, mais tu es devenu animateur rapidement. Ah ouais. Je suis devenu animateur. J'ai fait du journalisme pendant à peu près 17, 18 ans, 20 ans. En 92, la station a fermé. J'animais à ce moment-là une série d'émissions qui s'appelait Québec-Est, qui s'est diffusée dans les 3 régions de l'Est du Québec. Et par après, ça a été On aura tout vu local, régional. C'est une formule que j'avais développée avec Yvan Asselin, Louis-Marie Gauthier, puis Émile Ouellet, qui est décédé maintenant, peu importe. C'était un magazine léger d'information. On se promenait partout en région. Puis on devait répondre à On aura tout vu. Le lieu où le personnage devait susciter chez le public cette réflexion-là. Ben, écoute, on aura tout vu à cause de la nature des activités ou peu importe. Quand 92 ferme la station, puis on aura tout vu, puis rien, TV, là. Mais le réseau avait déjà vu le produit, puis il s'est dit, mais Robert a dit, on aimerait peut-être ça porter ça au plan national. Ah oui? Alors, c'est comme ça que mon émission régionale est devenue nationale, a été diffusée pendant 3-4 ans qu'on a fait ça à Radio-Canada National. Ça a été vendu après à Télé-Québec, après ça à TV5, TV5 Monde. J'avais à l'époque une étiquette d'animateur d'une série d'émissions qui marchait fort. Ça marchait fort, cette série-là. On n'était pas beaucoup en production, on était 2 sur le terrain, mais on a vraiment eu du plaisir. Après ça, mais tu n'as pas tout le temps été animateur télé, là. Non. Après ça, je suis devenu animateur, réalisateur, scénariste avec Histoire oubliée. Quand j'ai laissé Radio-Canada et je suis parti en affaires avec Vic Pelletier à Matane, j'essaye de... non, mais c'était plaisant écrire des histoires puis pouvoir les porter à l'écran ensuite. Ben oui. Ben oui. Tu avais beaucoup de contrôle sur ce que tu faisais, là. Oui, voilà. C'est ce que j'allais dire. Les scénarios, c'est moi qui les écrivais. Ah, oui. La réalisation, c'est moi qui l'assumais. Et l'animation, ben, c'est moi aussi qui pas pour tous, pour être honnête, là, parce que là, j'étais débordé. Mais il y a des réalisateurs, Paul Lapointe, Guillaume en a fait aussi, Guillaume Lévesque, des gens qui gravitaient autour de moi comme réalisateur à partir de scénarios, pour la plupart que j'écrivais aussi, mais des gens avec qui on avait du plaisir à... Ça a été une belle époque, tout ça, là. Je ne veux pas dire que maintenant...
c'est moins enlevant que ça pouvait l'être à l'époque. On a toujours besoin de contenu, on aura toujours besoin de produire. Les conditions peut-être étaient meilleures au plan financier, je pense. On avait une assiette qui était partagée par moins de joueurs que maintenant, de sorte que les budgets de pré-recherche, de développement, de production, de post-production étaient à la hauteur des attentes et de la qualité qu'on nous exigeait aussi. Moins de coins à tourner. Ouais. Dans les productions aujourd'hui, souvent, il manque de sous. On fait un peu plus vite. Ouais. On coupe des rôles qui auraient pu être essentiels. Ouais. Écoute, on a fait... Je regarde comment ça s'appelait cette série-là? L'Histoire dans la peau. On coproduisait ça avec TV5 puis aussi RMC Découverte en France. Je suis allé tourner au Montana, comprends-tu? Wow. Je suis allé... Little Big Horn. On est allé tourner pour Histoire oubliée dans Saskatchewan. J'ai tourné en Europe. Mais tu sais, puis quand on allait à l'extérieur, les gens disaient, bon, une maison de production de Montréal, Toronto. Non, on vient de Matane. Quoi? Il y a des gens qui pensaient qu'on venait de Manhattan. Non, pas Manhattan, Matane. Alors, le complexe, on ne l'avait vraiment pas. Disons, on n'a jamais eu ce complexe-là. Puis encore maintenant, j'étais à Matane il n'y a pas longtemps, parce qu'à chaque année, on se revoit, là. Puis c'est la fierté. C'est la fierté. Puis la qualité qui doit y être. Mais... De fil en aiguille, tu deviens producteur? Oui, je suis devenu producteur. Mais c'est ça, quand j'ai fait du coq à l'âne. Quand j'ai laissé Radio-Canada, à ce moment-là, j'ai eu l'offre de Vic de devenir partenaire avec lui et Vincent. Et là, j'ai mis tout mon espoir dans ce projet-là. Et c'était pas évident au début. Vic et Vincent qui sont chez PVP Média à Matane, dans la production. Oui, Vic était le seul à ce moment-là. Okay. Vincent et moi, on est arrivés en même temps. Puis quand Vic nous a ouvert les bras, finalement, Vic est un excellent vendeur de produits. Moi, j'avais des idées, puis Vincent, c'est un comptable. Alors, ces trois-là, ensemble, là, ça a... Trio magique, oui. Puis Montréal, on les a mis dans notre poche. Puis après ça, tu as pu produire des tonnes de séries, de films documentaires que tu écrivais, animais, réalisais. Ce qui m'amène, en fait, à une question que les gens à la maison se posent probablement. Il y a des scénarios pour les documentaires. Oui. Non, mais bon, c'est souvent, on associe scénario à fiction. C'est une excellente question, une question que je me suis posée moi-même quand j'ai laissé l'écriture journalistique pour m'en aller dans le documentaire. Là, je me disais, mais comment voulez-vous que j'écrive un scénario documentaire alors que je ne sais pas ce que je vais retrouver sur place, moi? Il y a peut-être des aspects qui vont surgir en tournage. Assurément. Peut-être d'autres personnages qui vont se manifester en tournage. Je ne peux pas le prévoir. Le producteur, le télédiffuseur, il veut le savoir, lui. Non, c'est ce que je veux dire. Il faut quand même écrire, même si tu n'as pas tous les éléments en main, il faut quand même savoir exactement où tu vas, quels sont les gens que tu vas rencontrer, comment tu penses amener le sujet. C'est ton intention, ton aspect visuel puis ta narration, découpée en plusieurs scènes. C'est ça, un scénario. Mais il te faut une matière première, même si tu sais que pendant le tournage, il y a toujours deux types de... Le premier scénario, c'est que tu confies au réalisateur, ou peu importe qui, que ce soit toi ou le réalisateur, il y a son frame de départ. C'est ça. Ça là, c'est c'est sa sécurité. Il sait qu'il va faire une entrevue avec lui. Il sait que si le scénariste tremblait, l'autre bord, il pensait c'est une bonne idée, peut-être c'est pas une bonne idée. Ton scénario peut se transformer sur place. Il va se bonifier. Et quand il revenait, les gars, je me souviens, quand c'était pas moi qui étais réalisateur, il arrivait avec le produit, puis mon scénario n'était pas tout à fait conforme à ce qu'il amenait. Puis c'était parfait. Là, à ce moment-là, tu transformes ton scénario en scénario de post-production. OK? Puis là, tu choisis tes extraits. Mais toujours en partant de la frame du scénario, que tu fais ton plan. À la scénarisation, tu es la première écriture. Ensuite, tu as le tournage, la deuxième, le montage, la troisième. Est-ce que parfois, c'est frustrant d'être... je te parle, les fois que tu n'as pas porté le chapeau de réalisateur ou producteur, tu écris un premier scénario, tu as la première écriture. Il faut quand même que tu aies d'abord confiance en tes collègues, mais aussi l'ouverture, parce que tu leur remets, mais tu sais qu'il va être amené à changer. Là. Je dis pas que c'est pas arrivé par moments, parfois, qu'on était
pas juste moi, là, mais les producteurs, on était plus ou moins contents. Ben, en tout cas, on espérait davantage. Mais il y a toutes sortes de facteurs qui entrent en ligne de compte. On ne peut pas toujours mettre ça sur le dos du réalisateur, de son équipe. Tu sais, je veux dire, la température, comment les ou l'intervenant pouvait se comporter cette journée-là. Il ne faut pas trop être exigeant. Il y a des moments qui sont plus décevants, mais quand le fond reste bon, il reste bon. Puis surtout, pas avoir un réalisateur qui se dit « Moi, je suis le réalisateur, je n'en fais qu'à ma tête, c'est moi le boss. » C'est un travail d'équipe. Jamais travaillé avec du monde de même, moi. Jamais, jamais, jamais. Même des gens qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi, ils me considéraient comme étant un de la gang, puis et vice-versa. Tu sais, je veux dire... un père, un collègue. Dans ce domaine-là, même Jean-Claude Labrec, tu sais, Jean-Claude Labrec, la première fois que j'ai travaillé avec lui, c'était au Carrousel du film. Il vient pour une projection au Carrousel du film, puis je reçois un appel des organisateurs du Carrousel qui dit « Il y a Jean-Claude Labrec qui aimerait ça te rencontrer. » Je ne connais pas de Jean-Claude Labrec, parce que moi, dans ma tête, il ne pouvait pas s'agir de Jean-Claude Labrec, le Jean-Claude Labrec, tu sais. Ben, Christy, c'était lui. Il dit « Je veux travailler avec toi, Robert. » Ah oui, c'est ça. Je suis également, même, moi, là. On a fait 2 films, tu sais. Puis il venait de sortir, il venait de sortir de La Hauteur d'homme. Après ça, on a monté un film ensemble qui s'appelait Le Grand Dérangement de Saint-Paul-d'Alibert. D'ailleurs, il y a un réalisateur de Montréal qui est en train de réactualiser ce film-là. Puis on a fait le chemin d'eau de la Basse-Côte-Nord. On est devenus des grands chums jusqu'à sa mort. Malheureusement, Francine Laurando, sa conjointe, est décédé cette année, il n'y a pas si longtemps. Pour moi, ça a été... Le contact de cet homme-là a été extrêmement déterminant parce que, tu sais, il disait, Robert, le meilleur film... Sur le visage d'un homme, tu vois le pays. Puis c'était pas le genre de gars à faire des montages plus saccadés, tu sais, qui allait avec le style de l'époque. Je me souviens d'avoir entendu des gens à Télé-Québec dire « Ben là, tu travailles avec Labrec, là, demande-y qu'il soit plus serré dans ses extraits. » Puis, pour qui tu te prends, de Christy, tu sais? De toute façon, la mode au montage, ça change assez vite. Ouais. Puis parce que justement, là, on est plus de... Il y a eu des modes après ça de plans lents, très contemplatifs. Puis là, c'est des drones, là, puis les plans aériens. Mais la Brex, c'était tout le temps « laisse parler les gens ». Laisse parler les gens. Ça ne veut pas dire des extraits d'entrevue de 3 minutes, là, mais d'aller chercher, même dans le silence. J'ai fait un film il n'y a pas longtemps sur... ça a passé frit un peu, là, avec les facteurs humains. Documentaire. Sur YouTube, vous pouvez l'avoir. C'est des commandants du sous-marin russes qui, pendant la crise de Cuba en 1962, se sont mesurés aux Américains qui essayaient de les faire. Bref, si la guerre a été presque déclenchée à ce moment-là, puis ces entrevues-là avec Ketov, Shumkov et Tchekhov, Shumkov, le troisième dont le nom m'échappe, n'avaient jamais été diffusées dans leur intégralité. Mais on avait fait ces entrevues-là. C'est Ulysse Chorstad, un gars avec qui je réalisais, il était réalisateur, qui avait fait des entrevues à Moscou et à Saint-Pétersbourg dans le cadre d'une autre série. Je n'entre pas dans les détails. Mais tout ça pour vous dire que nous autres, le sky is the limit. C'est pas parce qu'on vient de m'attendre qu'on n'ira pas tourner à Saint-Pétersbourg puis on n'ira pas tourner à Moscou. On l'a fait ça à l'époque. Et ces entrevues-là ont dormi pendant des années et des années. OK? Et je les ai sortis des limbes, je les ai fait traduire en français et j'ai fait un film d'1 heure avec ces entrevues-là qui a été diffusé à ma communauté. Mais j'avais pas d'argent, là. J'avais toujours pas, ou à peu près pas. Ouais. Heureusement, ma gang, à Matane, ont accepté de m'aider et puis faire le montage financier. Mais c'est tellement d'actualité, ce qu'ils racontent par rapport au fait que on est sur le bord d'un cataclysme nucléaire, comme on l'était en 62, pour des raisons qui sont différentes. Mais le facteur humain, c'est toujours les gens qui sont aux premières lignes, qui, eux, ont le pouvoir de nous détruire ou de nous maintenir en vue. C'est un film dont je suis le plus fier et qui n'a jamais été vu. Bien, juste, ouais, c'est ça. Un scénario que tu aurais aimé qu'il se produise. Bien, c'est ce que je veux dire. À l'âge que j'ai, moi, je ne cherche pas à ce que mes films, maintenant, aient autant d'audience qu'on aura tout vu, ils soient oubliés, tout ça. Je fais des films que j'aime faire. Sur YouTube, il y a peut-être 1000 personnes qui l'ont vu, peut-être... M'en fous. Je l'ai fait. Et pour moi, là, c'est la plus grande satisfaction. Il y a des gens, encore pas longtemps, qui l'ont vu. Ils disent, Christy, comment ça fait que ça passe pas à Radio-Can? Je ne sais pas, je ne vais pas me mettre à 4 pattes à Radio-Can pour qu'ils passent, ou Télé-Québec. Ils sont pas assez brillants pour s'en rendre compte, mais qu'ils restent là. Mais il n'y a personne qui va m'empêcher de faire ce que je veux faire avec les moyens que j'ai maintenant, même s'ils sont plus limités. Personne ne peut m'empêcher de faire ça. Alors, c'est ce qui me garde en vie. Mais je vous dis ça aujourd'hui. Peut-être que demain, ça va être différent. Mais ramenons ça aux jeunes qui commencent dans le métier, la passion. Ouais. D'avoir la passion tout le temps. Puis
d'avoir Puis confiance en soi. elle t'a pas quitté, la passion, hein? La flamme brûle. Mais je crois que des fois, j'arrivais à Radio-Can avec Vic puis Vincent, puis on avait un maudit bon projet, puis les gars me disaient, Robert, sors de là, parce que je voyais bien que Robert Nadeau, Georges Lamar, c'est des gars bien corrects, là. Mais tu sais, des fois, ils me regardaient en disant, ça ne marchera pas, cette histoire-là. Puis moi, j'essayais de les convaincre, mais je grimpais dans les rideaux. Puis là, les gars me sortaient de là. Je me dis, t'es réalisateur, scénariste, producteur sur un projet, même parfois animateur aussi. Ouais. Ça t'arrivait-tu de te sentir complètement consumé par le projet? Tu reviens à la maison, puis c'est difficile de parler d'autres choses avec toi parce que ça reste tout le temps là avec toi. Ma femme, il faudrait que tu t'en parles à ma femme. Oui, elle dit que je suis TDAH aussi. Là. TDAH, moi aussi. C'est quand quelque chose m'habite comme là. Moi, je me l'ai fait reprocher. Je ne peux qu'imaginer avec... J'oublie tout. Et je ne pense qu'au sujet qui me hante, que je veux faire, à l'entrevue que je n'ai pas faite, que je vais aller faire à Grand Bay avec pas de moyens, puis bon, ils font parce que le gars est rendu à 95 ans, puis s'il ne me raconte pas ce qu'il faut que j'ai entre les mains, mais je ne l'aurai jamais. Il faut agir aussi. Mais c'est facile pour moi de dire ça. Je suis rendu au déclin de ma vie, là, à quelque part. Financièrement, je ne suis pas riche, mais j'arrive quand même. Mais le petit gars, là, ou la petite fille, peu importe, là, qui commence dans le métier, puis qui est passionné, puis qui veut les faire, ces films. Mais maudite merde. Tu sais, Téléfilm Canada, c'est très long. Le financement, les organismes subventionnaires sont plus à la hauteur des besoins, je pense qu'on a. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, c'est un peu complexe, là. Mais si toi, à 20 ans, je ne sais pas on est en quelle année, mais si à 20 ans, tu avais eu, par exemple, un iPhone entre les mains, pas de financement, qu'est-ce que tu aurais fait avec ça? Ben, je ne sais pas. J'avais une Bolex, puis un 16 mm, évidemment, pour les besoins de l'information régionale à Rivière-du-Loup. Mais qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais eu ce... Je suis un gars responsable. J'aurais probablement à ce moment-là pas été aussi brave que ce que je peux affirmer maintenant, parce que j'ai toujours été responsable de ma famille. Ça, c'est un autre aspect dont on n'a pas parlé. Mon père est décédé très jeune. Moi, j'étais le pilier de la famille, avec les enfants et tout ça. Moi, il fallait que j'aille chercher du cash, de l'argent. Moi, il me fallait de l'argent. Quand j'ai quitté le Saguenay, je pourvoyais encore aux besoins en partie de ma famille, comprends-tu? Je ne pouvais pas, à ce moment-là, dire je ne peux pas envoyer des sous au Saguenay parce que je veux aller faire un film... bénévole. Non. Mais quand... Je suis un gars responsable, trop responsable peut-être. Là, je le suis moins. Bien, j'ai 12 petits-enfants, j'ai des enfants et tout ça. Mais cette liberté-là que je salue, que je choisis, si je peux dire, j'allais peut-être mériter. Mais c'est le plus beau cadeau que la vie m'a donné, là, OK? Même si j'ai pas les moyens, même si c'est des films qui sont pas vus, même si c'est tout croche par moment. Non, c'est pas tout croche par moment. Ça sera toujours de qualité, à mon avis. Mais c'est pas... les tribunes que j'avais quand j'étais plus jeune, je les ai plus. Pas plus que les jeunes l'ont maintenant. Il y a ma communauté qui nous aide, mais encore là, c'est limité. C'est ça, je me dis, il faut absolument sortir un modus operandi qui permette aux jeunes de vivre de leur art, d'une certaine manière, et de ne pas leur faire miroiter 1001 trésors sans qu'ils puissent avoir la chance, justement, d'ouvrir la porte au trésor. C'est ça qui... Tu as beaucoup d'appréhension ou de stress pour les jeunes qui veulent se lancer, tu sais? Oui, d'abord, il ne faut pas arrêter. Il faut produire, on aura toujours besoin de contenu, hein? Tout le temps. Là. On aura toujours besoin de contenu, mais c'est plus du tout les mêmes sources de financement des contenus. Et avec la mondialisation, avec pas mal tout le monde qui, maintenant, sait parler anglais aussi, on a du contenu de partout dans le monde. Là. Oui, c'est plus juste compétition avec Montréal, maintenant, là, à Kamatane, tu dois faire. Là, c'est compétition avec... mais avant d'aller là, tu me parlais, on parlait tantôt, tu sais, ça, c'est 4K, là. Je tourne en 4K avec ça. C'est 4K. Tu sais comment coûtait une Betacam à l'époque? Les premières Betacam qui sont sorties, 300 000 $, tu sais. Ça, c'est fantastique. Donc, là, tu n'as plus besoin de t'acheter une caméra de 300 000 $ pour faire de la qualité. Ça, tu l'as. On a un aspect de réglé. C'est pas tout réglé. Cet aspect-là est réglé. Les salles de montage aussi sont relativement faciles de fonctionnement et d'accès. Il y a des logiciels gratuits. Oui, mais c'est les plateformes. Qui peut voir ça? C'est ça. C'est ça l'affaire. C'est toujours ça. Puis c'est toujours le problème. Il y en a du bon contenu, de fait. Écoute, les deux bras de tombe. Et je pense des fois qu'il y a plus de personnes. On dirait qu'il y a plus de contenu que de personnes qui regardent. Pratiquement qu'on peut, tu sais.
Oui, puis on est une société, tu sais, au Québec, la culture est importante, mais l'ouverture vers le monde dont tu viens de parler fait en sorte qu'on est moins centré, si tu veux, sur notre nombril. C'est plus juste du contenu québécois qu'on a accès à. Ouais. C'est du contenu de partout dans le monde. Puis évidemment, le contenu américain, il prend de la place, mais pas que. Oui. Mais en même temps, je fais attention parce que nous, déjà dans les années 80, on disait « Sky is the limit ». C'est encore le cas là, maintenant, Sky plus que jamais. Ouais. Est-ce que c'est mauvais le fait que justement Sky is the limit ou c'est... Non, parce qu'on peut être vu maintenant, ton contenu, ton film Un facteur humain sur YouTube, il peut être regardé là, par un Suédois à Stockholm qui est, ben non, mais... Oui, moi je m'en fous. À la limite, là... Non, mais dans le sens que on ne fait plus de produits audiovisuels que pour les gens qui habitent près de chez nous. Je suis d'accord. Mais je suis d'accord. Même certains de mes films, là, si on parlait tantôt de Gilbert Boulanger, qui a connu un bon succès en Europe, puis Chérisy, Les Obus de Chérisy aussi, qui a connu un bon succès en Europe. Nul n'est prophète en son pays, ça, on doit se dire ça. Mais... ces opportunités-là sont plutôt rares. Il y a des courants nous menant justement vers un marché international, peuvent exister, mais elles sont accessibles pour qui, là? Poignée. C'est ça qu'il faut faire en sorte que tout le monde puisse, que plus de personnes puissent emprunter ces courants-là et montrer au reste du monde ce qu'on est capable de faire. On est une société distincte. On a une culture vraiment riche ici. On a Denis Villeneuve, on a des cinéastes qui sont reconnus partout dans le monde. Bien, justement, cette excellence-là mérite d'être partagée au plus grand nombre. Il faut se faire confiance. Continuons à nous faire confiance, puis on trouvera bien les moyens. Moi, j'ai été chanceux. La vie m'a amené, c'est comme un jeu de quilles. Le caméraman, réalisateur, c'est-à-dire journaliste, puis le producteur et tout ça. J'ai eu une bonne vie dans ce sens-là. Mais il ne faut pas se décourager, puis il ne faut pas, tout de suite, au départ, imaginer ce qu'on peut... Moi, là, quand j'étais caméraman à Rivière-du-Loup, je ne pensais pas devenir un jour producteur. Je ne pensais pas devenir un jour... Mais c'est la vie qui m'a poussé vers ça, quelque part. Ton conseil au prochain, ce serait juste de... Écoutez-vous. Oui, puis de te faire confiance, s'écouter, puis de prendre le chemin qui est devant soi à chaque fois, de suivre, de prendre les perches, finalement. Oui, pas se décourager. C'est par moments, ça peut l'être. Personnellement, j'ai toujours eu confiance en moi. Des fois, peut-être que j'avais tort d'avoir trop confiance en moi. Ça ne m'a pas toujours servi. Ça m'a parfois souvent desservi. C'est drôle parce que tu dis ça, mais tu as vraiment une énorme humilité aussi, là. Oui, c'est ce que les gens disent à quelque part, mais c'est parce que vous ne me voyez pas partout, hein? Quand j'étais dans les bureaux à Radio-Can, et que je sortais de là en voulant défoncer les portes, j'étais pas humble. Ça, je suis humble avec les gens qui respectent ce que je fais, à quelque part, tu sais, c'est comme tout le monde, là, puis qui aiment ce que je fais. Même si ceux qui n'aiment pas ce que je fais, mais qui sont corrects avec moi. L'autre fois, j'étais en réunion pour un projet qui avait... Je n'entre pas dans les détails, puis j'étais avec un cinéaste qui a fait son premier film, puis qui disait que moi, les documentaires, j'aime pas ça. Il me dit ça à moi. J'ai tombé en face, là. Je dis, écoute, tu me dis ça à moi, là? Moi, j'ai passé ma vie à faire des documentaires. Je ne suis pas un ange. Je suis loin d'être un ange. Mais en même temps, on n'est pas en possession de la vérité non plus. Puis, cherchons pas trop à essayer d'épater la galerie. Moi, je n'ai jamais essayé de devenir une vedette. Je n'ai jamais essayé de devenir plus important que je peux. Là, je suis modeste d'origine. Je suis d'origine modeste. Puis juste le fait qu'un jour, je me suis acheté une maison, j'ai dit, mon Dieu, jamais j'aurais espéré devenir propriétaire de maison dans ma vie. Merci, mon Dieu, merci, mon Dieu. Pour le reste, c'est arrivé. J'ai jamais perdu confiance en moi. Et quand on se trouve dans des situations qui, moi, me plaçaient sur la défensive, puis m'obligeaient parfois à vivre sur un fil d'équilibre là, qui aurait pu être dramatique pour moi, ça me... Oui, OK, moi, vous montrer que je suis capable de passer au travail. Petit cul de Kenogami, je dois vous montrer ce que je suis capable de faire. Ça m'a toujours tenu. Ça te tient encore. Tu n'as pas dit ton dernier mot, là. Tu travailles encore sur des projets. Ton dernier film... Oui. On verra, je ne sais pas. Mais encore, je te répète ce que je disais tantôt. Excusez-moi. Ça, c'est le gars. Eh, Seigneur. Excuse-moi. Veux-tu l'inviter dans je sais pas. Dans le podcast? 7-4-0. Non, je peux pas. Je peux bien. Oui, donc, t'es-tu gay? Je pense qu'il est encore en appel, par contre. Oui. Bonjour, M. Tremblay.
Oh, c'est Jimmy Valcourt. Ah, c'est Jimmy. C'est Jimmy. Hey, Jimmy, je suis en plein enregistrement à l'ambassade. Je fais une émission. Bouge pas, on va te mettre en main libre. Il y a plein de monde qui te connaissent ici. Ben, salut tout le monde! Salut Jimmy, c'est David Marin. On s'excuse, hein? Juste un excellent directeur photo. J'ai fait beaucoup de sujets avec lui, Jimmy aussi. Maintenant, il est maire de Saint-Angèle, évidemment, la bifurqué, mais c'est encore un excellent producteur. Tu me rappelleras, Robert. Oui, je rappellerai. Salut, Jimmy! Salut, bye. J'ai tourné avec lui aux îles de la Madeleine. C'est merveilleux ce qu'on a fait à l'île Brion. Vois-tu, j'ai encore des contacts avec ces jeunes-là. Ben, ces jeunes-là, Jimmy est rendu maintenant à un âge vénérable. Il est maire à Saint-Angèle, mais il a toujours sa maison de production. Puis c'est d'établir des contacts, de maintenir... Tu me parlais de la compagnie de production du Saguenay. Tantôt, on cherchait le nom. L'ambassade est ici. Je veux dire, là-bas, c'est Canopé. Ouais. C'était Canopé Production. Des jeunes avec qui j'ai fait des trucs intéressants. On dirait que, dans le fond, j'ai un peu de... On me connaît un peu. Dans le fond, je suis bizarre parce que je suis encore en vie au plan professionnel. Puis ça peut servir. Mais c'est ça, en fait, c'est que t'es jamais capable... Ça sera jamais le dernier film. T'as un peu le syndrome de Dominique Michel. Mais ce qui m'amène à me demander, tu sais, c'est quoi un film de Robert Tremblay? T'as-tu une signature propre à tes films? Maintenant, là, avec du recul, ou tu l'as peut-être pas encore, t'es déjà dans ton prochain? J'écoutais hier un de mes anciens films que j'ai fait à Willow Bunch, qui se trouve en Saskatchewan. Ouais. Je sais pas si c'est un film que j'ai fait sur Jean-Louis Légaré, qui était à ce moment-là un des pionniers de ce village-là, d'où vient le Géant Beaupré d'ailleurs, et la famille Campagne, là, les chanteurs. Puis on avait fait j'avais voulu faire ce film-là sur cet homme-là, Jean-Louis Légaré, parce qu'il a aidé beaucoup Sitting Bull et les Sioux après la bataille de Little Bighorn. Ils sont venus se réfugier du côté de la Saskatchewan, au nord du Montana. Et c'est Jean-Louis Légaré. Personne ne connaissait son histoire, ce gars-là. Jean-Louis Légaré qui les a vraiment sauvés. Sentez-vous pas mal de pas savoir c'est qui? C'est pas grave. Faites une recherche Google, Jean-Louis Légaré, Saskatchewan. C'est des recherches chat GPT maintenant, Robert. Non, c'est pas vrai. Il y avait là l'abbé, je vais oublier son nom, un vieux curé, un vieux prêtre. Ouais. Puis je fais une entrevue avec lui. C'est pas prévu au scénario, je tombe dessus. Hey, wow! Puis là, il me raconte l'histoire de la présence francophone dans le sud de la Saskatchewan. Des efforts qu'il a déployés pour que Radio-Canada, entre autres, le signal francophone, puisse être diffusé dans le sud de la Saskatchewan. Comment il a passé sa vie dans l'espoir de maintenir la langue française dans le sud de la Saskatchewan. Puis là, je pose innocemment la question, puis avez-vous réussi? Non. Non. Puis là, il se met à pleurer. Non. Tout est en train de disparaître. Ouais. Il dit, tous mes efforts sont vains. Tout ça, c'est un cadeau qu'il me fait, le monsieur, là. Il ne me connaît pas, il t'excuse. Moi, j'arrive pas de Manhattan, là, j'arrive de Matane, là, tu sais. Puis, mais ça fait quelques jours qu'il me voyait travailler avec les campagnes, avec la gang de Jean-Louis Légaré, peu importe. Puis il me fait suffisamment confiance pour me confier ça. Et c'est un moment magique pour moi, ça. C'est un moment vraiment de silence éloquent. En réécoutant hier, en réécoutant hier, j'ai dit, gars, ça, là, ça, c'est toujours mon meilleur. Wow. Peut-être que je vais en réécouter d'autres. J'en ai fait d'autres remplis d'émotions aussi. Mais pour répondre à ta question... Des confessions humaines. Les gens me disaient que j'avais une certaine facilité aussi à interroger les gens et de les amener sur un registre vraiment de confiance où ils pouvaient aller un petit peu plus loin. Bien, c'est parce que tu te livres. Tu te livres tellement. T'es aussi un livre ouvert. Fait que c'est sûr que si tu parles à quelqu'un puis tu lui donnes tout ça, tu es très généreux, tu parles sans filtre de ta vie. C'est dans ma nature. Ouais, c'est dans ma nature. Ouais. Moi, en tant qu'interlocuteur avec toi, ben, à ce moment-là, mettons, je me mets à la place d'eux. Tu me parles avec tellement pas de filtre, j'en mettrai pas non plus. C'est un respect mutuel qui s'en vient. Moi, je sais, j'avais remarqué ça, parce que je retourne au début de notre entrevue, que c'était dans ma première expérience. Je te voyais faire tu étais animateur sur l'émission, mais réalisateur aussi, puis tu posais des questions aux invités. Puis je me rappelle m'être dit, hey, il y a toujours un moment où il va parler de soi aussi pour remettre la table à égal, remettre la balance. Ouais. Parce qu'on est humain, on est des êtres humains, OK, de part et d'autre. Et il y a une forme de respect aussi qui doit s'installer. Et puis, l'écoute, hein, le meilleur des gens me demandent des fois, c'est quoi les conseils que tu pourrais nous donner? Parce que nous autres, on veut devenir des bons interlocuteurs. Bien, écoute.
Écoute, je ne suis pas le premier à dire ça, mais tu sais, tu peux arriver en entrevue, là, ta liste de questions n'est pas là, tu ne l'as pas, hein? Parce qu'on discute, mais on discute vraiment, on échange. Tu m'écoutes, tu me relances, et là, la discussion prend de l'ampleur. Ça devient dense, intéressant pour le public autant que pour nous deux. Et c'est ça que moi aussi, j'arrivais dans des cas où, au début de l'entrevue, je sentais que la personne était fragile, pas du tout... Stressé. Stressé. Prenez mes questions, foutais ça là, puis on recommence l'entrevue. Puis là, c'était sur un registre différent. Et d'écouter la personne. Et des silences, c'est tellement éloquent. Les silences, c'est pas... Puis des fois, il y a certaines personnes que tu veux déstabiliser, tu poses la question est essentielle, il y a une réponse correcte, mais bon, une réponse drabe. Puis là, tu dis plus rien. Puis là, la personne déstabilisée complètement, c'est là qu'elle va. C'est comme si, dans le fond, elle constatait que la réponse toute préparée que tu viens de donner, pas ça que je vais entendre. Mais c'est des techniques d'entrevue, ça. C'est pas moi qui ai inventé ça. Mais ça aussi, c'est agréable. C'est arrivé à quelques fois. Il faudrait que je revise mes notes, là, mais... Et ce que je trouve un peu difficile, par contre, quand je regarde le passé, c'est, j'en faisais allusion tantôt, c'est tous ces êtres extraordinaires qui ont été généreux envers moi, qui m'ont ouvert leur cœur, leurs souvenirs, puis qui sont plus là maintenant. Et eux, ils ne s'attendaient pas à plus non plus de toi. Ouais, mais c'est pas... tu sais, c'est une entente aussi. Tu sais, puis eux aussi, la vie va vite tout le temps. Il y a pas... Tu sais, je pense pas qu'il y a personne d'entre eux qui s'est dit « Maudit, il aurait dû... » Il aurait dû garder contact. Non, mais ils ont continué. Ils t'ont gardé ils ont des souvenirs. Ils vont peut-être qu'ils ont réécouté le film aussi. Ils se sont rappelés. T'es pas le seul à réécouter les participations que tu as faites. Oui, je sais. Mais c'est dans ma nature d'être comme ça. Je suis un grand braillard aussi. Je suis pas rien qu'un gars qui j'ai un drôle de caractère par moment. Mais c'est ça. D'être humain au centre de tout. J'ai axé ma vie là-dessus. Même quand mon père est décédé, tout ça, on était une famille qui n'était pas riche, là, tout ça. On s'est entraidés. Je vivais dans un quartier ouvrier à Kenogami qui était pas riche, mais on s'entraidait, tout ça. Puis on a découvrir la valeur des êtres humains. Ce n'est pas découvrir la richesse financière. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est quand tu es dans le besoin, tu es dans la recherche d'une certaine raison de vivre, appelons ça de même, puis de l'entraide. C'est quand tu es en quête de ça, c'est là que tu peux grandir. C'est là que tu apprends. Les plus grandes leçons de la vie, je les ai eues comme ça, moi. C'est pour ça que quand je rencontre quelqu'un, il m'impressionne. Personne ne m'impressionne. Je ne veux pas dire ça méchamment pour toi. Puis quand je rencontre quelqu'un... Mais ce qui m'impressionnait, par contre, c'était de voir un monsieur raté à Kenogami, qui avait un job chez Western, qui gagnait à peu près rien, puis qui montait des comptes chez nous qui pouvaient, à l'époque, 40-50$, c'était le premier à venir payer. Quand ces gens-là avaient une parole. Puis c'était des petites personnes, des petites gens, des petits jobs, pas de job pantoute, mais qui avaient une valeur qui, pour moi, a toujours été au centre de ma vie, quelque part. C'est ça. Bien, merci, Robert. C'est une belle conclusion, ça, ce que je viens de dire là? Vraiment. Bien, merci. Sache que toutes ces astuces-là, ces trucs, mais cette vision-là aussi du documentaire, je la partage, puis je vais essayer de l'amener le plus loin possible de mon côté. Je suis assuré pour la suite du monde, comme disait l'autre. Merci. Non, tu peux y aller, je vais te suivre. OK, c'est parfait.